Bonjour à tous, merci beaucoup d'assister, à notre, webinar, sur, les fusions-acquisitions dans le négoce bâtiment. Alors l'objectif du webinar, c'est vraiment de vous permettre de comprendre comment est-ce que les méthodes de mesure des marchés de Prospérance peuvent alimenter, la réflexion, la prise de décision dans le cadre, d'une fusion ou d'une acquisition dans le secteur du négoce bâtiment. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les déposer sur le chat et vous avez, Solène dans notre équipe qui filtre et qui traite les questions, qui les distillera en fin de présentation pour qu'on puisse en traiter un maximum. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Prospérance en 2 mots, on est une entreprise qui a une vingtaine d'années. On est spécialisé dans la data. Notre métier, c'est vraiment la mesure des marchés, dans les secteurs de l'habitat et de la construction, c'est-à-dire dans tout ce qui touche, à la nature du bâti. Et donc on est, à partir de, ces différentes données, on est en capacité, d'accompagner nos clients sur, heu, différentes applications d'aide à la décision. Alors ça peut aller de cas, d'usage très stratégiques, comme, ceux qu'on va aborder aujourd'hui, à des cas d'usage beaucoup plus pratiques, sur la façon d'utiliser certaines de ces données, notamment en prospection, toujours dans ces domaines de l'habitat et de la construction. Alors pourquoi aujourd'hui on vous parle, de ces mouvements dans le secteur du négoce bâtiment? Le premier élément à avoir en tête, c'est qu'on a des éléments de contexte qui sont de plus en plus favorables à une accélération, des mouvements dans le secteur. Un certain nombre, d'entre vous, acteurs du secteur, le vivaient déjà depuis quelques trimestres. On a une forme de retournement du marché après une période qui a été particulièrement euphorique. On a un deuxième facteur qui est assez important. Nous, nos bases de données nous révèlent que l'âge moyen des dirigeants sur ce secteur du négoce bâtiment est quand même relativement élevé. On est à 55 ans sur nos dernières bases, qui évidemment favorise des mouvements de cession. Et puis nous, sur le terrain, ce qu'on observe, c'est que quand même la nouvelle génération d'entrepreneurs qui justement euh, prend progressivement le relais sur le secteur, on constate qu'ils ont des ambitions de développement particulièrement marquées. Ils abordent le métier un peu autrement et donc ils s'intéressent souvent aux opportunités d'acquisition sur leur territoire à une échelle locale ou régionale pour agrandir leur réseau et leur force de frappe. Donc on est dans une situation où finalement on assiste à de plus en plus de mouvements, de cessions, d'acquisitions, de fusions dans le secteur. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer, c'est de regarder une petite étude de cas pour essayer de vous permettre de comprendre comment est-ce que la méthode de Prospérance, de mesure des marchés, permet de mieux comprendre ce qui constitue la qualité d'une cible d'acquisition dans ce secteur-là. Alors l'étude de cas qu'on vous propose, on va vous montrer, c'est un négoce de matériaux de construction qui a plusieurs points de vente. On s'est placé, dans le sud-ouest, qui est multispécialiste, mais qui a un référencement un peu renforcé, en gros œuvres couverture. Vous allez voir que ces notions de spécialité, c'est, des spécificités qu'on arrive aussi à intégrer à l'analyse. Et il a que pour projet de racheter un point de vente, multispécialiste et d'alimenter la réflexion sur, ce qu'il pourra justement en faire en matière de référencement. La première étape, lorsqu'on commence une analyse de ce type-là, c'est de construire justement une mesure des potentiels de marché. Pour faire ça, ce que l'on fait, c'est qu'on s'intéresse aux métiers clés de la clientèle professionnelle du négoce en question. Ce qui nous intéresse, c'est qui sont les professionnels qui entrent dans ce fameux négoce. Alors, quand on est chez un multispécialiste, on est sur des métiers assez classiques du gros œuvre et du second œuvre. On est face à des maçons, des charpentiers, des couvreurs, des plaquistes. Et puis, au fur et à mesure qu'on se déplace vers certains négoces de spécialité, on peut aussi aller s'intéresser à des métiers, un peu plus spécialisés, comme par exemple les étancheurs, ou voilà, des métiers comme ça, qui vont aller chercher une portion plus importante de leurs matériaux dans des négoces spécialisés. Deuxième étape, une fois qu'on a identifié toutes ces entreprises autour des points de vente négoce qui nous intéressent, on va aller récupérer, grâce à notre capacité de traitement de données, les montants d'achat en matériaux de chacun de ces corps de métier, région par région. Et ça, on fait un travail à la fois de récupération des bilans des entreprises qui publient, mais aussi un travail statistique qui nous permet d'estimer ce que un maçon typique dans une certaine région française va réaliser comme achat en matériaux annuels.
Voilà et ça, vous le savez aussi bien que nous, vous qui êtes acteur du négoce, région par région, le bâti a ses spécificités, les artisans ont leurs propres habitudes et donc c'est des estimations qui peuvent varier quand même significativement d'une région à une autre. Dernier élément dans cette capacité de mesure du marché, on va s'intéresser spécifiquement chez notre client à au plan de référencement, c'est-à-dire à la capacité que le négoce a de répondre aux besoins de chaque corps de métier, justement. Si je suis un négoce, multispécialiste, je peux servir facilement une proportion importante des besoins d'un maçon moyen. En revanche, justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, si je suis face à un artisan sur un corps de métier un peu plus spécialisé, probablement que mon plan produit ne va pas permettre de satisfaire, l'intégralité des besoins. Donc je vais aussi adapter la mesure du marché par rapport à ces notions-là. Une fois ces notions posées, on va s'intéresser justement au territoire. Alors le territoire, je vous partage mon écran. Vous voyez ici, dans le cas de figure qui nous intéresse, on a représenté les 5 agences, de l'acquéreur, du négociant qui envisage de racheter un point de vente. Et vous voyez qu'on a dessiné aussi des zones de rayonnement à peu près 20 minutes autour de chaque agence. Vous voyez qu'on retrouve cette notion de potentiel marché que je vous ai évoquée. Donc ici, on parle d'un marché France d'à peu près 12 milliards sur le potentiel multimatériaux. Et vous voyez qu'agence par agence, ici, la première agence à Cahors, elle, elle rayonne en rayonnant à 20 minutes, elle se donne accès à un marché d'à peu près 8 700 000 euros. Tous ces repères, on va pouvoir les utiliser aussi pour évaluer la cible. La cible, ici, aujourd'hui, c'est une agence qui est située à Villefranche et pour laquelle on va obtenir des informations justement sur le potentiel de marché sous-jacent. Donc, vous voyez ici que la zone de rayonnement de cette agence, qui est la cible de l'acquisition, elle se donne accès à 20 minutes à un marché multimatériaux d'à peu près 5 500 000 euros. Mais aussi moi acquéreur qui suis dans une logique de mieux servir, certains métiers du gros œuvre et de la couverture, je peux, spécifier ce qu'est le potentiel de marché propre à certaines spécialités, donc ici la couverture. Vous voyez qu'on a l'information de ce potentiel marché, de l'intégralité du territoire, de la cible que l'on cherche à acquérir, mais aussi que l'on retrouve cette information commune par commune. Donc là, vous voyez en bleu les communes à plus fort potentiel, en vert les communes à potentiel moyen et en jaune les potentiels relativement plus faibles. Donc je vais donc avoir une notion territoriale très précise de ce qu'est la valeur du projet. Au-delà de cette notion-là, je vais aussi pouvoir comparer ce projet à mes agences existantes. Je me donne la capacité de comprendre que ma principale agence à Cahors, elle travaille sur un marché de 8,7 millions. Mes plus petites agences à Figeac et à Gourdon travaillent sur des marchés respectifs de 4 millions, 5,2 millions et que ma cible, le projet Villefranche, représente un potentiel de 5,5 millions. J'ai donc ici, une, une vision assez précise de ce que je peux faire, à partir du territoire de cette cible. Pour aller encore un cran plus loin, ce que je peux faire, c'est, accéder au portefeuille client de ma cible dans le cadre de certaines due diligence et Prospérance va vous permettre, en plus de l'analyse du territoire, d'essayer de mieux appréhender la performance, détaillée du négoce, du revendeur, sur son territoire. Ici, vous voyez que dans l'exemple, sur notre écran, on est, dans une situation, on a géolocalisé tout le portefeuille client professionnel de la cible. On voit qu'il est assez concentré sur, le rayonnement à 20 minutes, mais que certains clients, s'étendent quand même au-delà de la zone et on peut observer des choses intéressantes dans les différentes mesures de marché que l'on propose. Notamment, on observe là dans le cas qui est à mon écran, que les taux de pénétration sur les métiers du gros œuvre sont relativement importants. On a une proportion très importante des artisans du gros œuvre du secteur qui sont passés au moins une fois dans l'année sur le dernier exercice par le négoce pour s'approvisionner en matériaux. En revanche, on constate que les parts de marché de ce même point de vente sont beaucoup plus faibles.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nombre important d'artisans sur le secteur, vont régulièrement se dépanner, dans ce point de vente-là. En revanche, ils font des volumes qui sont relativement, contenus par rapport à, leurs achats en matériaux globaux. Et donc ça peut générer des réflexions sur, tout un tas de choses. Ça peut être, par exemple, le signe que peut-être la politique de prix vis-à-vis des professionnels n'est pas pilotée assez activement. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais ça peut en tout cas, ça éclaire de façon importante la réflexion sur non seulement le territoire, mais aussi justement l'état de performance actuel du point de vente. Ce qui évidemment peut changer la lecture du territoire et de la qualité de la cible. Alors si je dois, conclure sur, finalement les différents éléments, à disposition, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'intervention de Prospérance dans le cadre d'une acquisition justement d'un point de vente négoce? La chose la plus importante, c'est que vous aurez, en travaillant avec nous dans ce cadre-là, une idée très précise de la valeur du territoire. C'est-à-dire que vous regarderez le point de vente négoce et finalement, au-delà même de ce que vous pouvez trouver dans son bilan, vous connaîtrez la valeur intrinsèque du territoire. Deuxième élément, c'est si nos équipes ont accès à des éléments de performance qui sont propres au point de vente, c'est ce que je vous ai montré, juste avant cette synthèse. On va en plus de ça, vous permettre de comprendre ce qu'ont été les spécificités du vendeur, sur la façon de travailler son secteur ces dernières années. Heu et le dernier élément très important, c'est qu'on est aussi capable d'aller travailler sur la valeur de certaines spécialités et donc d'éclairer la réflexion par rapport à des spécialités, particulières, à des référencements, spécifiques ou à des choses comme ça. Ce que je vous propose maintenant, on avait prévu de faire intervenir, Romain Redor, qui est, le cofondateur de l'agence Skylab, qui est une agence qui conseille, des entreprises justement dans le cadre, d'acquisition, qui est impliquée dans des due diligence et dans des valorisations et qui a été amené à travailler avec nous. On voulait proposer à Romain de témoigner sur, l'apport de ce type d'éléments d'analyse dans justement lui son exercice. Bonjour. Du coup, ça a l'air de fonctionner sans problème, donc je prends le relais. Oui, je voulais partager un petit peu suite aux premiers éléments présentés pour vous expliquer. Effectivement, moi, j'ai fait beaucoup de M&A, d'acquisition et on accompagne sur ces sujets-là. Et en fait, je trouvais l'approche du webinar très intéressante parce que dans un contexte M&A, juste pour faire un peu d'introduction, ce qu'on contrôle souvent et ce qu'il est important de mettre en place, c'est notamment tous les aspects régaliens. C'est-à-dire que ce que vous pouvez mettre en place quand vous avez un bon accompagnement, c'est notamment de baquer évidemment les éventuels risques fiscaux et sociaux. Ça, c'est un des enjeux principaux du M&A et de la phase de due diligence. Et c'est des choses qui sont assez normées, assez standardisées quand vous êtes bien accompagné. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de creuser et de rentrer dans tout ce qui est éléments comptables, juridiques, dans tout ce qui est documents un peu plus RH, pour vous faire un avis et pour pouvoir éventuellement corriger les données, vous assurer qu'il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc, notamment sur la comptabilité, vous assurer qu'elle est fiable, que quand vous allez faire vos analyses à la fois sur l'état de la société et sur le prix que vous souhaitez proposer, que les éléments sont fiables. Quand on va sur des documents plus juridiques, là, c'est plus pour vous rassurer sur la nature des contrats et des éléments. Et donc, avec tous ces sujets-là, on arrive à, en théorie, couvrir les risques et avoir la bonne donnée ou la bonne analyse sur les éléments objectifs, notamment comptables et juridiques. Donc ça, c'est très bien déjà parce que ça permet d'éliminer un certain nombre de sujets ou de risques. Mais une fois qu'on a dit ça sur la notion de prix, vous avez, et sur comment vous allez structurer le deal potentiellement,
Vous avez ces données-là, mais le deuxième élément qui va rentrer en ligne de compte, c'est effectivement tout ce qui est business plan et valorisation. Et là, le sujet devient beaucoup plus incertain et moins, on va dire, moins rationnel et tangible. Pourquoi? Parce que ce qu'on a pu voir, que ce soit dans des contextes de développement d'activité ou d'acquisition, c'est qu'aujourd'hui, les business plans sont construits de manière très aléatoire. Et il y a toujours des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses 100% objectives, tout simplement parce qu'à un moment, c'est aussi un exercice de modélisation un peu mathématique et avec des hypothèses et une perception du business qui est en fait celle qui est transmise par les vendeurs potentiels, mais qui peut parfois poser plus de questions que de réponses. Et donc nous, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup sur des deals de ce type-là, en complément, on va dire, des éléments standards de due diligence ou encore une fois très normés, c'est comment on arrive à se baquer, à se faire une conviction sur le BP et sur la trajectoire de développement qu'on peut donner. Donc encore une fois, vous avez votre perception du marché, votre perception des gens qui ont dirigé l'activité que vous allez potentiellement racheter, mais il y a forcément une information imparfaite. Et la question derrière ça, c'est comment on peut essayer de baquer cette perception imparfaite. Donc, si vous avez la chance de très bien connaître le marché, c'est un avantage, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est clairement un asset. La relation avec les vendeurs, c'est clairement un élément. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que effectivement, tout élément ou analyse complémentaire qui permettent de se rassurer ou de questionner les hypothèses du BP aujourd'hui est très recherché. Donc nous, on voit souvent effectivement sur des phases de due deal, à côté de la due deal financière, de la due deal fiscale, juridique, sociale, une phase de due deal plus business, commercial, qui va permettre vraiment de se cibler sur le potentiel que vous pouvez anticiper pour l'actif que vous allez racheter et donc quelque part pour la valeur du business plan. Donc on voit souvent des compléments de due deal qui sont faits par des acteurs spécialisés, comme c'est le cas pour Prospérance, et qui vont pouvoir amener vraiment cette valeur, cette analyse marché et cette analyse data. Parce que quand on voit effectivement les données fournies aujourd'hui, c'est des données auxquelles vous n'avez pas accès, sauf à faire appel à une entreprise spécialiste qui maîtrise ce marché-là. Donc là où moi je trouve ça extrêmement intéressant, c'est encore une fois en complément de tout ce qui est une due deal traditionnelle, quand vous êtes confronté à ce type de deal, ou à ce type d'opportunité, comment vous pouvez vous baquer sur le marché. Et je trouve que là, on a un très bon exemple. Et au-delà de ça, c'est essayer de, moi, mon conseil, ce serait essayer de nourrir au maximum cette réflexion de comment effectivement il est possible d'aller questionner les hypothèses du business plan, les hypothèses du marché que vous pourriez adresser pour vous donner la meilleure réassurance sur le prix ou sur la proposition financière que vous seriez susceptible de faire. Et in fine, un deal d'acquisition, c'est beaucoup de choses, c'est de l'organisation, c'est un fit avec un vendeur souvent, mais bon, c'est aussi une réalité de prix et une réalité économique. Et avoir ces éléments-là, c'est l'assurance, enfin, c'est pas l'assurance, mais en tout cas, c'est un élément complémentaire pour vous permettre d'être au plus proche du prix réel de l'actif que vous allez cibler. Donc, c'est des démarches qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus sur le marché et qui moi, me semblent extrêmement pertinentes en complément des approches du deal plus classiques. Donc, voilà pour un peu ma vision sur ce sujet-là. Et puis ravi s'il y a des questions qui émergent au travers du chat pour compléter ces premiers éléments de partage. Merci Romain pour ton témoignage. C'était extrêmement clair et précis. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'utiliser ces 5 dernières minutes pour éventuellement répondre à vos questions. J'ai vu que certaines questions étaient arrivées sur le chat pendant la présentation. Je passe Solène, si tu peux nous distiller les principales. Et on va essayer d'y répondre dans le temps qui nous reste. Et puis, de toute façon, ne vous inquiétez pas si jamais après vous souhaitez partager davantage, on pourra évidemment
prendre contact. Alors, première question, est-ce que la méthode permet d'avoir un objectif de CA raisonnable pour le point de vente? Alors, c'est une très bonne question. Vous avez vu que, en gros, en utilisant la méthode Prospérance, les principales informations auxquelles on a accès, c'est à la fois un potentiel de marché, global sur, un certain périmètre pour le point de vente négoce, mais, c'est aussi des éléments de repère relatifs. Moi, sur un marché comme celui-là, qu'est-ce que j'arrive à réaliser, sur mes autres points de vente négoce? Vous avez vu que dans notre exemple, on identifiait que 2 agences existantes opéraient dans des conditions de marché très similaires. Donc le premier élément de réponse qu'on va pouvoir apporter à ça, c'est d'abord des notions relatives de comparaison à des points de vente existants. Deuxième élément, et là on entre, je dirais, dans des modèles un peu plus sophistiqués. Les équipes de Prospérance ont cette capacité de mesurer le marché final à partir de l'identification des professionnels du territoire, mais ils ont aussi la capacité de récupérer la localisation de tous les principaux concurrents du marché. Et dans des modèles un peu plus avancés, un peu plus sophistiqués, ce que nos équipes parviennent à faire, c'est évaluer le potentiel marché retraité de l'intensité concurrentielle. Donc là, évidemment, on est dans des modèles, qui je dirais, repose sur des hypothèses un peu plus fortes. Le négoce, quel est son exact positionnement? Est-ce qu'il est en concurrence avec de la GSB parce qu'une segmente de son chiffre d'affaires est réalisé avec des particuliers? Est-ce qu'au contraire, enfin, vous voyez, il peut y avoir énormément de spécificités, mais dans ce type de modèle, on arrive effectivement à dégager une fenêtre de chiffre d'affaires qui serait une fenêtre de chiffre d'affaires, entre guillemets, «normale», moyenne, pour un positionnement moyen de négoce multispécialiste. Et c'est évidemment, sujet à un peu de prudence parce que, à la fin, le succès d'un point de vente négoce est éminemment lié à la qualité de ses équipes. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir effectivement, comme l'expliquait Romain, davantage de repères grâce à la data. Alors, cette méthode peut-elle être utilisée dans le cadre de levées de fonds? Alors, ce que je comprends par cette question, alors ça va m'amener, vers des choses beaucoup plus, pratiques peut-être. C'est, tout simplement la nature des livrables quand les équipes de Prospérance interviennent dans le cadre d'une M&A. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on réalise ce type d'analyse, vous avez à la fois des temps d'échange avec nos experts pour caler les modèles, caler la méthodologie des modèles, que nos équipes, s'abreuvent d'un maximum d'informations sur le cas précis. Mais au-delà de ces échanges et de la restitution que vont vous fournir nos experts, vous allez aussi effectivement être, livrés de rapports sous différentes formes, et ce que l'on observe nous sur le terrain, c'est que ces rapports sont très largement relayés auprès des financeurs dans ce type d'opération. Qu'il soit d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs du crédit, bancaire pour, certaines opérations, en passant par, des fonds d'aide privée ou de private equity pour des opérations d'envergure qui concernent plutôt des réseaux de points de vente que des points de vente de négoce, indépendants. Donc oui, tout à fait, c'est des éléments qui peuvent être communiqués et dont le livrable peut être adapté de différentes façons. Je vois il va être 12h10. On avait prévu, 25 minutes pour ce webinaire. On va essayer de tenir le temps parce qu'après on laisse le support vidéo heu, qui peut être partagé avec, tous ceux qui n'ont pas eu la chance de participer. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez d'autres questions ou même avec les équipes de Romain, qui sont, d'un précieux support dans ce type d'opération. La vidéo sera transmise à tous les participants, à tous les inscrits au webinar et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite et on est à votre disposition. Voilà, au revoir et à bientôt.